Je crois beaucoup à l'échange de pratiques. Et autant l'analyse de pratiques est quelque chose qui requiert l'intervention d'un expert, autant l'échange de pratiques est quelque chose qui, je crois, peut se faire en équipe. Dès lors que une équipe est régie à la fois par la confiance réciproque et par l'exigence réciproque. Moi, j'ai toujours considéré que la solidarité, c'était l'exigence. Ce n'est pas la complaisance envers l'autre. Être exigeant envers quelqu'un, c'est être solidaire avec lui. Et même si on critique ou si ce qu'on lui dit apparaît comme critique par rapport à ce qu'il fait, c'est une marque de solidarité pour lui permettre de progresser. Je pense qu'à cet égard, les enseignants peuvent évidemment entre eux se donner des temps de travail. Alors, je souhaiterais, comme cela a été proposé, que l'institution, bien sûr, facilite cela. D'abord, qu'elle les reconnaisse clairement comme des experts dans leur domaine, qu'elles reconnaissent clairement que les échanges de pratiques sont un outil essentiel de leur professionnalisation, et qu'ensuite, on ait des temps de formation continue qui soient consacrés à ces échanges de pratiques et pas simplement à de l'information descendante. Je crois que tant que ce n'est pas institutionnalisé, c'est hélas à chacune et à chacune des équipes à se doter des moyens pour faire cela. Et des moyens qui soient compatibles avec les emplois du temps personnel, avec les contraintes qui peuvent exister par ailleurs et qui sont bien légitimes. Mais je crois que même si on le fait peu, le faire de temps en temps fait beaucoup de bien. Préparer une séquence de français, de mathématiques, d'histoire, de n'importe quoi, de son en hauteur, de tout ce que vous voulez. Préparer une séquence de lecture ou de vocabulaire en commun. S'échanger les idées à propos de ça, l'expérimenter chacun dans sa classe, ou pas. Éventuellement, aller visiter un collègue qui le fait, si on arrive à s'organiser pour qu'on puisse aller participer ou assister au cours d'un collègue ou d'une collègue. C'est des choses absolument fondamentales pour progresser dans le métier. Fondamentales. Moi, je crois beaucoup aux visites réciproques. Aux visites réciproques. Je crois beaucoup que avoir un collègue dans la classe, c'est pas forcément quelqu'un qui vous espionne, c'est quelqu'un qui va voir des choses que vous n'avez pas vues et vous aider à être plus lucide et plus efficace à votre tour. Et donc tout ce qui peut favoriser ce regard pluriel, professionnel, collectif sur nos pratiques me paraît à expérimenter dans la mesure du possible, à mettre en pratique d'une manière régulière. Et puis, je pense qu'il nous faut militer pour que l'institution elle-même nous donne les moyens pour cela. Ça doit faire partie de notre service d'une manière pleine et entière. Voilà, je crois que c'est un combat à mener. Il y a des organisations qui mènent ce combat et je crois qu'il faut mener ce combat. Il y a plusieurs manières de rebondir sur cette question de la motivation. La première manière, c'est de dire que trop souvent, on prend les choses à l'envers. On dit « tel élève ne réussit pas parce qu'il n'est pas motivé ». Moi, je pense que dans beaucoup de cas, c'est le contraire. Tel élève n'est pas motivé parce qu'il ne réussit pas. Parce que l'échec démotive. Et que donc, pour le motiver, il faut parfois des petites réussites qui lui montrent qu'il peut progresser et qui lui permettent de se motiver pour progresser. Des petites réussites que parfois l'institution ne valorisera pas, ne verra pas, qui ne sont pas nécessairement identifiées par tel ou tel point du programme. Mais montrer à chacun qu'il peut progresser
donner à chacun parfois la possibilité de se dépasser. Oui, alors je dis n'importe quoi, tu aimes tel surfeur, tu vas faire une petite conférence, 10 minutes, même 5 minutes, allez, 3 minutes. Qui sait, le gamin, il a 7 ans, faire une conférence de 10 minutes devant les copains, la préparer, faire son plan. S'il réussit à le faire, ça va peut-être l'aider en maths. Ça va peut-être l'aider en maths parce qu'on débloque des choses. Et on débloque en particulier cette non-motivation pour le travail scolaire. C'est la première approche qu'on peut faire. La deuxième approche qu'on peut faire serait de dire « Attention, nous autres enseignants, nous transformons trop souvent les objectifs en préalables. » La motivation n'est pas un préalable de l'école, c'est un objectif de l'école. Platon avait fait mettre en haut de l'académie « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Si vous mettez sur le fronton de votre classe « Nul n'entre ici s'il n'est motivé », vous aurez beaucoup moins de problèmes. Si vous ajoutez « Nul n'entre ici s'il n'est motivé, s'il ne sait pas déjà faire son travail d'une manière autonome, libre et responsable », vous aurez beaucoup moins d'élèves à traiter et vous êtes sûr qu'ils vont réussir. Non, si je me permets de dire ça, c'est pour dire que la motivation, c'est quelque chose qui nous appartient en grande partie. C'est pas simplement l'élève qui doit être motivé, c'est nous qui avons à susciter cette motivation. Alors comment, bien sûr? Le problème, c'est comment. Il y a eu des tas de réponses à cette question dans l'histoire de la pédagogie. Je ne vais pas vous les énumérer, il y en a énormément. Il y a une réponse qui traîne un peu partout, qui est on va partir des intérêts actuels des élèves. Allez, ils s'intéressent à la pêche, on va leur faire un truc sur la pêche, et à cette occasion-là, on va leur fourguer un peu d'arithmétique. C'est possible avec la pêche de fourguer de l'arithmétique, hein? Ou ils s'intéressent... je ne sais pas, au foot, à cette occasion-là, on va leur faire un peu d'anglais. Bon. C'est-à-dire, on va partir de ce qui les intéresse pour aller vers autre chose. Alors, ça peut marcher. Ça peut marcher. Et il ne faut surtout pas dire, Fontaine, je ne boirai pas de tonneau, parce que on le fait tous et on le fait tous plus ou moins. Mais ça ne marche pas toujours. Et surtout, le problème, c'est qu'il y a des choses pour lesquelles il est extrêmement difficile de trouver l'intérêt déjà existant de l'élève. Hein? L'accord du participe passé avec le verbe avoir, c'est très compliqué d'aller chercher. Alors, sur quoi il est déjà intéressé qui me permettrait de lui fourguer l'accord du participe passé avec le verbe avoir? Alors, compter les buts au foot, peut-être... Enfin, je sais pas. Bon. C'est compliqué. Et puis, alors, si on va vers des objectifs de plus haut niveau taxonomique, bien sûr, on va avoir beaucoup de mal, beaucoup de mal à les caler sur l'intérêt déjà existant. Donc les pédagogues ont réfléchi à cette question depuis longtemps. Et beaucoup d'entre eux insistent, et à juste titre je crois, sur l'enjeu proprement intellectuel, en disant ce qui peut susciter l'intérêt, c'est ce qui rend lisible l'enjeu des savoirs que l'on enseigne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre des exemples très bêtes. Théorème de Pythagore, 4e. Carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés dans un triangle rectangle. Très bien. On peut le dire, on peut obliger les élèves à le répéter, on peut leur faire apprendre par cœur, on peut même faire en sorte qu'ils utilisent le théorème de Pythagore pour résoudre des tas de problèmes de géométrie, ce qui est au programme de 4e. Bon. On peut aussi essayer de se dire, mais c'est qui ce Pythagore? Comment il a trouvé son truc? Pourquoi on peut aller chercher les raisons, et ça c'est très mobilisateur pour les élèves. Les enjeux intellectuels qu'il y a derrière ça. Attendez, c'était pas n'importe qui Pythagore. Hein. Puis il n'a pas trouvé ça par hasard. Il y a des tas de raisons qui font qu'il a trouvé ça, etc., etc. Donc, on va
Et je crois, en tout cas j'ai beaucoup milité pour ça dans ma vie, qu'il y a toujours une manière de motiver l'élève à travers l'histoire des savoirs. Pas simplement l'histoire, la grande histoire, mais aussi la petite histoire. La petite histoire, les savoirs, ils ont trouvé ça comme ça, ils l'ont trouvé. Parce que les savoirs ne sont pas tombés du ciel, hein. Ils ont été construits par des humains pour résoudre des problèmes. Raconter cette histoire, c'est profondément mobilisateur. Alors, c'est la deuxième manière de répondre au problème de la motivation. Troisième manière, il y en aurait 15, donc je vais m'arrêter à 3. Troisième manière, c'est de dire un des enjeux aujourd'hui. C'est de l'école et de l'enseignement, c'est de susciter le désir d'apprendre chez des élèves qui ont essentiellement le désir de savoir, et plutôt de savoir sans apprendre. Parce que apprendre, ça demande du temps et il faut des efforts. Et qu'il y a des tas de choses qu'on aimerait bien savoir sans apprendre. Et il y a des tas d'outils qui vous permettent de savoir sans apprendre. Allez, vous avez un ordinateur ou un téléphone portable, vous clichez une fleur, on vous donne son nom, où elle est née, tout ça. Bon. Vous avez des outils aujourd'hui en permanence qui vous permettent de savoir sans apprendre. L'intelligence artificielle, ChatGPT, BlueMai, etc., ça, c'est un formidable outil pour savoir sans avoir appris. Vous vous interrogez, puis il y a une base de données gigantesque et on vous fournit les réponses. Mais comme j'ai eu l'occasion de l'écrire à plusieurs reprises, en comblant le désir de savoir, on tue le désir d'apprendre. Parce que quand on croit savoir, c'est pas moi qui le dis, c'était déjà Socrate à travers Platon, quand on croit savoir, on cherche plus à savoir. Et ce qu'on croit savoir empêche d'apprendre. Et donc le rôle de l'enseignant, ça va être, et ça c'est une très belle formule de quelqu'un qui, c'est un texte que je recommande à tout le monde, dans le cadre de l'instruction civique ou ailleurs, ou de l'EMC, ou dans la formation des enseignants à lire et à relire sans cesse, c'est le fameux discours de Jules Ferry qui s'appelle « Sur la laïque », où il dit le rôle de l'enseignant, le rôle du professeur, c'est pas d'enseigner ce qu'il sait, c'est d'enseigner ce qu'il est et pourquoi. Alors on connaît cette phrase, d'enseigner ce qu'il est plutôt que ce qu'il sait, parce que l'objectif final de son travail, c'est pas de transmettre un savoir, c'est de faire émerger toujours des questions nouvelles à travers les savoirs qu'il enseigne. C'est-à-dire de susciter le questionnement en permanence. C'est-à-dire d'envoyer l'élève chercher, de mettre l'élève en recherche. C'est une des raisons pour lesquelles le grand pédagogue et philosophe John Dewey disait que l'enquête est à la fois au cœur de la démocratie et de la pédagogie. L'enquête. Allez, vous allez enquêter. Vous allez enquêter sur comment il fait l'artisan pour réparer les chaussures, comment il fait, lui. Allez enquêter. Pas à travers les petites machines que vous avez dans vos poches, là. Vous allez voir les gens, leur poser des questions, vous allez enquêter, vous allez chercher. Mettez les élèves en recherche. Si vous voulez motiver les élèves, mettez-les en recherche. Je pense que c'est une des réponses. Ce n'est pas la seule, les autres sont aussi des réponses, c'est la troisième piste, hein. Mais c'est une des réponses importantes et c'est un des enjeux majeurs aujourd'hui. Hein. Parce qu'on peut être sûr, hein, ChatGPT, ça va parler, ça parle déjà quasiment, et ça fera des cours à notre place. Hein. Donc ça comblera le désir de savoir, il n'y a aucun problème. Mais ça tuera le désir d'apprendre et ça ossifiera complètement ces savoirs humains pour en faire des sortes de savoirs bancaires, comme disait Paulo Freire, c'est-à-dire des choses qui sont simplement une monnaie d'échange et non pas un outil d'émancipation, de développement collectif et de solidarité entre les humains. Voilà. Donc je crois que... Et puis alors s'il y avait quand même une quatrième piste, allez, mais je me lance, tant pis, globalement quand même, c'est la motivation du prof pour son boulot qui en grande partie fait aussi la motivation des élèves. Allez, mais sur la motivation, il y aurait beaucoup de choses à dire.
C'est compliqué la question du harcèlement. Et c'est très grave. En tout cas, ça contrevient au premier élément que j'ai évoqué, l'espace hors menace. Le premier élément, la première règle que j'ai évoquée pour définir ce que pouvait être l'école, c'est un espace hors menace, où on n'est pas menacé psychologiquement et physiquement. Alors physiquement, on est rarement menacé, encore heureux, mais psychologiquement, on peut être menacé et ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal. Donc bien sûr que lutter contre le harcèlement nécessite un vrai travail et un vrai investissement. J'en discutais ce matin avec de futures enseignantes et enseignants et je leur disais, il y a 3 niveaux. Là encore, pourquoi 3, toujours 3 D'abord, rappeler la loi, le rappel immédiat à la loi. On ne laisse pas faire un certain nombre de choses quand on en est témoin. Premier niveau. Deuxième niveau, la réparation. Là, il y a des protocoles, vous en connaissez. Le programme phare propose un certain nombre de protocoles, la méthode Pikler et d'autres, sur comment on fait, à travers des médiateurs, sans médiateurs, l'idée de justice restaurative, etc., etc. Bon. Tout ça est utile et on a quelques outils pour ça. Et puis, troisièmement, il y a la prévention du harcèlement. Et la prévention du harcèlement, c'est la coopération. La prévention du harcèlement, c'est un climat scolaire apaisé. C'est une pédagogie de l'entraide. C'est une pédagogie où chacun peut découvrir les forces et les faiblesses qu'il a en lui, mais aussi les forces et les faiblesses de l'autre. C'est enfin, et c'est ce qui commence à émerger dans les débats qu'on a autour de ça, une pédagogie de l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à se mettre dans la situation d'un autre et à vivre l'autre, à vivre sa souffrance, quoi. À comprendre qu'il souffre. Il y a une philosophe américaine qui s'appelle Martha Nussbaum, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Les émotions démocratiques », qui montre comment toute démocratie a besoin d'empathie et comment l'empathie se forge, entre autres, à travers la littérature, à travers les contes et légendes chez les petits, à travers le théâtre chez les plus grands, c'est-à-dire tout ce qui permet de découvrir que les autres peuvent souffrir, que cette souffrance, elle est insupportable et que nous ne pouvons pas la supporter parce qu'on n'a pas le droit d'abîmer un humain. Voilà. Alors ça ne marche pas à tous les coups, hein. Il y a des gens qui feront mal à d'autres, soit par inconscience, soit délibérément. Mais on peut, je crois, créer des climats scolaires qui feront diminuer la tension. À ce sujet, moi j'ai une proposition, mais elle n'a pas beaucoup d'écho jusqu'à présent, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est diminuer la taille des établissements scolaires. Voilà. Mais je sais que c'est une des choses qui... Non. Vous savez, il y a l'idée qu'on fait des économies d'échelle, parce que quand on regroupe les gens plus nombreux, on a besoin de moins de photocopieuses, de secrétaires et de je ne sais pas trop quoi. Ces économies d'échelle, c'est rien au regard du coût humain, de l'anonymat, de l'absence de suivi, du fait que les gens ne se connaissent pas, ne se repèrent pas entre eux, etc. Or là-dessus, on a des recherches quand même. Il y a une grande méta-recherche qui semble donner des indications à peu près confirmées par tous. C'est que le module idéal, c'est globalement 120 élèves et 12 adultes. C'est-à-dire 4 classes. Alors, quand je dis 120 élèves et 12 adultes, 4 classes, avec un nombre d'adultes suffisant qui vont tous connaître les élèves et les élèves vont connaître tous les adultes, ce qu'on appelle le principe d'isomorphisme. Voilà. Ça, c'est pas tellement difficile à faire, on pourrait le faire, hein. On pourrait, par exemple, dans un collège de je ne sais combien de classes, faire travailler ensemble une 6e, une 5e, une 4e, une 3e, en confiant ces 4 classes à un même groupe d'enseignants et en leur donnant une liberté d'organisation et en faisant ce que nous appelons dans notre jargon une unité pédagogique fonctionnelle, c'est-à-dire une unité pédagogique
à taille humaine, où tout le monde connaît tout le monde et où les relations sont ce que l'on appelle, en termes de psychosociologie, des relations homogènes. Une relation homogène, c'est quand vous avez toute une série d'étoiles, là, qui représentent des personnes, et que vous avez des traits entre toutes les étoiles qui fait qu'il n'y en a aucune qui est laissée de côté. Hein? Eh bien, on sait qu'on peut y arriver, que si on a... et que même, c'est un aspect désespérant, je ne sais pas si j'ose vous le dire, c'est un aspect désespérant parce que cette étude à laquelle je fais allusion montre que ce type de regroupement surdétermine bien plus la baisse de la violence et la réussite scolaire que les diplômes des enseignants, par exemple. Et même que l'idéologie qui est prêchée, puisque c'est une étude qui montre que, au fond, aux États-Unis, qu'on prenne une école libertaire ou évangélique, dès lors qu'il y a globalement 120 gamins et que tous les adultes qui sont là connaissent les 120 gamins et que les 120 gamins connaissent tous les adultes, il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence et les résultats scolaires montent. Parce qu'on a un équilibre enfant-adulte et on a un climat, alors au sens réel du terme, un écosystème, on devrait dire, plutôt qu'un climat. On a un écosystème relationnel qui tient à peu près la route. Alors je ne dis pas qu'il faut développer des écoles privées libertaires ou évangéliques, hein. Je dis qu'il faudrait que dans les écoles publiques, on ait des regroupements à taille humaine et que cela contribuerait beaucoup à faire baisser les phénomènes de violence et le harcèlement. Ça ne les supprimerait pas, mais ça les ferait baisser. Voilà, donc j'ai répondu à différents niveaux sur cette question très difficile. Mais je vous dis très franchement, le programme phare est excellent. Je dis, donc, vous pouvez vous référer au programme phare, les propositions qu'il fait sont excellentes. La seule proposition que j'ajouterai, moi, qui n'est pas dans le programme phare, c'est la proposition du conseil d'élèves pour chaque classe, qui n'est pas dans le programme phare, et je le regrette, mais en dehors de ça, le programme phare est excellent. Hein, je le dis très simplement, je critique très librement un certain nombre de programmes, mais celui-ci, je dis qu'il est très bon, qu'il y a juste une chose qui manque. Oui, c'est vrai, enseigner, c'est résister. C'est le titre d'un livre publié dans les années 80 par un sociologue américain, Neil Postman. Enseigner, c'est résister. Résister à la facilité, à la démagogie, aux théories du complot qui permettent de croire qu'on comprend le monde alors qu'on ne comprend rien, on a simplement désigné un bouc émissaire. Résister à la surenchère des prescriptions technocratiques. Résister à une obligation de résultat qui fonctionne par, vous savez, ce que les Givaro appelaient la réduction de tête, hein, c'est-à-dire il n'y a plus d'élèves, il n'y a plus que ces résultats aux tests en mathématiques et en français, hein. On a réduit, voilà. Résister à tout ça, je pense que c'est notre métier, hein, que c'est compliqué, que c'est difficile, mais que c'est nécessaire. Ce n'est pas impossible. Il faut, et Neil Postman le dit, les grands moments de l'école, les moments où l'école a vraiment été en train de faire quelque chose et où elle a fait, c'est quand elle a résisté. Jules Ferry en France, il n'est pas majoritaire. Il est majoritaire d'une voix pour sa loi de 1882 à l'Assemblée nationale, mais il l'obtient de justesse, mais il n'est surtout pas majoritaire dans l'opinion publique. Hein. L'opinion publique ne veut pas l'école publique laïque et obligatoire. Elle ne veut pas ça. Il va mettre en place. On va réussir. Pas très bien, ça ne va pas être parfait, il va y avoir énormément de cafouillage, mais quand même, l'école va jouer son rôle. Et puis, il y a d'autres moments forts dans notre histoire, comme ça, où l'école a joué son rôle. On peut, je pense, par l'école,
et à travers notre métier, résister à un certain nombre de choses, mais on ne peut pas le faire tout seul. On ne peut pas le faire sans institutions, sans organisation, sans réflexion, sans recherche. On peut le faire que par des alliances. Des alliances. Alors ça me permet, merci Anita, ça me permet d'annoncer la conférence de demain sur les alliances éducatives. Je crois que les enseignants ne peuvent pas tout seuls. Je pense qu'on demande aujourd'hui à des enseignants un peu de vider l'océan avec une petite cuillère, en luttant contre absolument tout ce qui pose problème et en dédouanant toutes les autres composantes sociales de ça. Les commerçants sont responsables de rien, les médias sont responsables de rien, les politiques sont responsables de rien. Allez, le terrorisme, l'obésité, tous les enseignants, allez, dès qu'il y a un truc, on vous le met sur le dos. Et c'est à vous d'y faire, comme on dit à Lyon. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne formule. Je pense que d'abord, ça fait crouler les enseignants sous une responsabilité qu'ils ne peuvent pas à eux seuls porter, et ensuite, ça les détourne de ce qui est leur mission fondatrice quand même. C'est ce travail sur la rigueur dont je parlais et que j'ai mis au cœur des principes de l'école. Donc, moi, je suis plutôt pour une diminution des programmes que pour une augmentation des programmes. Je suis plutôt pour qu'on nous laisse du temps pour faire moins de choses, plutôt que de nous rajouter en permanence des choses en nous enlevant du temps. Hein? Bon, je pense que là, il y a... Mais bon. Mais tout ça, il faut, je crois, qu'on en soit conscient, qu'il y ait des moments aussi où le collectif enseignant puisse s'exprimer. C'est très important. Mais je vais dire quelque chose, peut-être, alors, ça fait un peu le mot du père à la fin, ça fait un peu le truc, le vieux qui radote. Mais quand même, tout ce que j'ai dit, je le crois fondamentalement. Mais je crois aussi qu'un seul mot, à un seul moment, peut faire changer un seul élève et que cet élève peut faire changer le monde. Et que ça, il ne faut jamais le sortir de notre tête. Parce qu'on voit nos échecs, mais on ne voit pas nos réussites. Hein. On ne voit pas tous les élèves qu'on a sortis et qui ont réussi à faire avancer la solidarité et le monde. Alors oui, un seul mot, un seul jour, un seul regard, un seul encouragement, un seul exercice qui a permis à quelqu'un de se dépasser, de prendre confiance en lui et de sortir de la fatalité, ça peut changer le monde. Parce que ça peut être Einstein, ça peut être Oppenheimer, ça peut être lui, ou ça peut être un terroriste. Voilà. Ben oui, le monde est fait de sujets et d'individus qui passent entre les mains d'éducateurs, nous, et avoir conscience que rien de ce que nous faisons n'est jamais neutre à cet égard, parce que nous travaillons avec des pierres vivantes, comme disait Rabelais. Hein? Nous travaillons avec des pierres vives, des pierres vives. Nous bâtissons de pierres vives, comme disait Rabelais. C'est ça qui fait la beauté du métier, mais aussi sa difficulté. Voilà, on s'arrêtera là pour ce soir, parce que sinon, après, ça va devenir vraiment n'importe quoi.